Loi 7. Laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. Principe. Utilisez la sagesse, le savoir et le travail des autres pour faire avancer votre propre cause. Non seulement cette aide vous fera gagner une énergie et un temps précieux, mais elle vous conférera une aura quasi divine d'efficacité et de diligence. À la fin, vos collaborateurs seront oubliés et on ne se souviendra que de vous. Ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. Violation et respect de la loi. En 1883, un jeune savant serbe du nom de Nikola Tesla travaillait pour la filiale européenne de la Continental Edison. C'était un inventeur brillant et Charles Batchelor, directeur de l'usine et ami intime de Thomas Edison, persuada Tesla d'aller chercher fortune en Amérique, nanti d'une lettre de recommandation pour Edison lui-même. Pour Tesla allait commencer une période de malheur et de tribulation qui devait durer jusqu'à sa mort. Quand Tesla rencontra Edison à New York, le fameux inventeur l'engagea sur le champ. Tesla travailla 18 heures par jour pour améliorer les premières dynamos d'Edison et finit par proposer de les redessiner complètement. Selon Edison, c'était une tâche herculéenne qui ne porterait ses fruits qu'après plusieurs années. Mais il dit à Tesla « Il y a 50 000 $ pour vous, si vous y arrivez. » Tesla travailla nuit et jour sur le projet, et au bout d'un an seulement, il avait mis au point une version grandement améliorée de la dynamo, avec des commandes automatiques. Il alla faire part de la bonne nouvelle à Edison, pensant empocher ses 50 000 $. Edison se montra satisfait de l'amélioration, qui allait lui rapporter beaucoup d'argent ainsi qu'à sa compagnie, mais quand vint le moment de parler finances, il déclara au jeune Serbe « Tesla, vous n'avez pas compris notre humour américain », et il lui offrit à la place une petite augmentation. Tesla voulait à tout prix créer un système électrique basé sur le courant alternatif. Edison, partisan du courant continu, non seulement refusa d'aider Tesla dans ses recherches, mais alla jusqu'à les saboter. Tesla se tourna alors vers George Westinghouse, magnat de Pittsburgh qui avait fondé sa propre compagnie d'électricité. Ce dernier finança les travaux de Tesla et lui offrit de généreuses royalties sur les futurs profits. Le système développé par Tesla est encore la norme aujourd'hui, mais bien que les brevets aient été déposés en son nom, d'autres que lui en revendiquèrent le mérite, affirmant qu'il lui avait ouvert la voie. Le nom de Tesla se perdit dans les oubliettes et le public en vint à associer son invention à Westinghouse lui-même. L'année suivante, Westinghouse fut racheté par J. Pierpont Morgan, lequel exigea qu'il résilie le généreux contrat signé avec Tesla. Westinghouse expliqua à l'ingénieur que sa compagnie coulerait s'il avait à lui payer entièrement ses royalties. Il persuada Tesla d'accepter un rachat de ses brevets pour 216 000 $, une jolie somme certes, mais loin des 12 millions de dollars que les brevets valaient à l'époque. Les financiers, non contents de faire main basse sur les richesses et les brevets de Tesla, lui avaient volé l'honneur de la plus grande découverte de sa carrière. Le nom de Guglielmo Marconi est à jamais lié à l'invention de la radio. Mais peu de gens savent que pour parvenir à son premier résultat concluant en 1899, transmettre un signal d'une rive à l'autre de la Manche, Marconi avait utilisé un brevet déposé par Tesla en 1897. Tout son travail dépendait des recherches de Tesla. Là non plus, Tesla ne reçut ni argent ni honneur. Or Tesla, inventeur du moteur à induction et du système électrique à courant alternatif, est aussi le véritable père de la radio. Pourtant, aucune de ses découvertes ne porte son nom. Il mourut dans la misère. En 1917, on annonça à Tesla, devenu pauvre, qu'il allait recevoir la médaille Edison de l'American Institute of Electrical Engineers. Il refusa. « Vous me proposez, dit-il, de m'honorer avec une médaille que je vais épingler sur ma veste et qui va me servir à me pavaner pendant 1 heure devant les membres de votre institut. Vous voudriez décorer mon corps et continuer à laisser dépérir mon esprit et les fruits de sa créativité
faute de reconnaître leur valeur. Pourtant, c'est en grande partie grâce à eux que votre institut existe. Interprétation. Beaucoup ont l'illusion que la science, parce qu'elle s'intéresse aux phénomènes, est au-dessus des rivalités mesquines qui infestent le reste du monde. Nikola Tesla était de ceux-là. Il croyait que la science n'avait rien à voir avec la politique et affichait un certain mépris de la renommée et de la richesse. Avec le temps, cependant, son travail scientifique en fut ruiné. Son nom n'étant associé à aucune découverte particulière, il était impuissant à attirer les investisseurs susceptibles de s'intéresser à ses nombreuses idées. Tandis qu'il réfléchissait à de nouvelles inventions, d'autres volaient les brevets qu'il avait déjà déposés et s'en attribuaient toute la gloire. Voulant tout faire par lui-même, il s'y épuisa et y consuma ses ressources. Edison était l'exact opposé de Tesla. En fait, ce n'était ni un penseur scientifique ni un inventeur. Quel besoin avait-il d'être mathématicien, déclara-t-il un jour, il pourrait toujours en engager un. Telle était sa méthode. En réalité, c'était un homme d'affaires et un excellent publicitaire, capable de repérer les modes et les opportunités du moment, puis d'engager les meilleurs spécialistes pour faire le travail à sa place. Si nécessaire, il les prenait à ses rivaux. Pourtant, son nom est beaucoup plus connu que celui de Tesla et reste associé à plus de découvertes que lui. La leçon est double. D'abord, le crédit d'une invention ou d'une création est aussi important, voire plus, que l'invention elle-même. Vous devez vous assurer que l'honneur vous en revient et empêcher les autres de tirer profit de votre dur labeur. Pour cela, soyez d'une vigilance impitoyable et gardez votre création secrète jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'aucun vautour ne tourne au-dessus de vous. Deuxièmement, apprenez à profiter du travail des autres pour faire avancer votre propre cause. Le temps est précieux et la vie est courte. Si vous essayez de tout faire tout seul, vous allez vous ruiner, perdre votre énergie et vous épuiser. Mieux vaut épargner vos forces, bondir sur le travail que les autres ont accompli et trouver un moyen de vous l'approprier. Le vol est courant dans le commerce et l'industrie. J'ai moi-même beaucoup volé, mais moi, je sais comment m'y prendre. Thomas Edison, 1847-1931. Les clés du pouvoir. Le monde du pouvoir a la même dynamique que la jungle. Il y a ceux qui vivent de leur chasse, mais il y a aussi une foule de créatures, hyènes, vautours, qui vivent de la chasse des autres. Moins imaginatives, elles sont souvent incapables de faire le travail essentiel à la création du pouvoir. Elles comprennent cependant très vite que si elles attendent assez longtemps, elles pourront toujours trouver un autre animal qui fera le travail pour elles. Ne soyez pas naïfs. En ce moment même, tandis que vous trimez sur un projet, des vautours tournoient au-dessus de votre tête en essayant de trouver le moyen de survivre et même de prospérer grâce à votre créativité. Il est inutile de s'en plaindre ou de se consumer d'amertume, comme l'a fait Tesla. Mieux vaut se protéger et entrer dans le jeu. Une fois que vous avez établi une base de pouvoir, devenez vous-même un vautour et vous vous épargnerez beaucoup de temps et d'énergie. Une excellente illustration de la rapacité de certains est l'exemple de ce qui arriva à l'explorateur Vasco Núñez de Balboa. Balboa avait une obsession, la découverte de l'Eldorado, la légendaire cité aux immenses richesses. Au début du XVIe siècle, après bien des épreuves et au péril de sa vie, il apporta la preuve qu'il existait un immense empire très prospère au sud du Mexique, dans ce qui est aujourd'hui le Pérou. En conquérant cet empire, celui des Incas, et en faisant main basse sur son or, il pouvait devenir le prochain Cortés. Malheureusement, il laissa la nouvelle se répandre parmi des centaines d'autres conquistadors. Il n'avait pas compris la tactique. Garder sa découverte secrète et surveiller étroitement ceux qui étaient autour de lui. Quelques années après qu'il eut réussi à localiser l'Empire Inca, un soldat de sa propre armée, Francisco Pizarro, le fit condamner pour trahison. Balboa fut finalement décapité.
Pissarro n'avait plus qu'à aller cueillir ce que Balboa avait passé tant d'années à essayer de découvrir. L'exemple complémentaire est celui de Rubens, qui, vers la fin de sa carrière, se trouva submergé de commandes. L'artiste avait mis au point un stratagème. Dans son grand atelier, il employait des dizaines de remarquables peintres spécialistes, l'un des vêtements, l'autre des paysages, etc. Il créa ainsi un vaste atelier où un grand nombre de toiles étaient en même temps en chantier. Quand un client important venait en visite, Rubens expédiait ses petites mains dans la nature. Pendant que son visiteur l'observait du balcon de la mezzanine, Rubens travaillait à une allure incroyable, avec une fantastique énergie. Le client repartait plein de respect pour cet homme prodigieux, capable de peindre autant de tableaux en si peu de temps. C'est là l'essence même de la loi. Apprenez à obtenir des autres qu'ils fassent le travail pour vous, pendant que vous en tirez tous les honneurs, et vous apparaîtrez d'une force et d'une puissance quasi divine. Si vous voulez absolument tout faire par vous-même, vous n'irez jamais bien loin, et vous connaîtrez le sort de tous les Balboa et les Tesla du monde. Trouvez plutôt les collaborateurs qui ont les compétences et la créativité qui vous manquent. Engagez-les et mettez votre nom au-dessus des leurs, ou trouvez un moyen de récupérer leur travail et le faire vôtre. Ils retireront pour vous les marrons du feu, et vous serez aux yeux du monde un génie. Il existe une autre application de cette loi. Sans jouer les parasites de vos contemporains, allez puiser dans le passé, cet immense entrepôt de savoir et de sagesse. Isaac Newton appelait cela « monter sur les épaules des géants ». Il voulait dire par là que ses propres découvertes s'étaient appuyées sur les exploits des autres. Une grande part de son génie, il le savait, était son astucieuse capacité à exploiter les idées des savants de l'Antiquité, du Moyen Âge et de la Renaissance. Shakespeare, quant à lui, emprunta des intrigues, des personnages et même des dialogues à Plutarque, entre autres, car il savait que personne ne surpassait la subtile psychologie de Plutarque et ses commentaires pleins d'esprit. Depuis, combien d'écrivains ont à leur tour plagié Shakespeare? Dans la scène du balcon de Cyrano de Bergerac, c'est Cyrano qui séduit la belle Roxane avec ses paroles précieuses. Mais c'est Christian de Neuvillette qui grimpe cueillir le baiser si bien demandé. Nous savons tous que, de nos jours, il est peu d'hommes politiques qui écrivent eux-mêmes leurs discours. Leurs propres mots ne leur feraient pas gagner une seule voix. Leur éloquence et leur esprit, quel que soit le sujet, ils les doivent à celui qui les leur prête. Certains font le travail, d'autres en tirent les honneurs. Le bon côté de la chose, c'est qu'il s'agit là d'une forme de pouvoir accessible à tous. Apprenez à utiliser le savoir du passé, et vous apparaîtrez comme un génie, même si vous n'êtes qu'un habile plagiaire. Écrivains qui ont fouillé la nature humaine, stratèges de l'Antiquité, historiens de la folie humaine, rois et reines qui ont appris à grand-peine à porter le fardeau du pouvoir, leur savoir est là, il n'attend que vous. Montez sur leurs épaules. Leur esprit peut être le vôtre, leur talent aussi, et ils ne viendront jamais dénoncer votre manque d'originalité. Certes, vous pouvez consumer votre vie dans un long travail pénible, commettre d'innombrables erreurs, perdre du temps et de l'énergie à essayer de vous débrouiller à partir de votre propre expérience, ou bien vous pouvez lever les armées du passé. Comme l'a dit Bismarck, « Les fous disent qu'ils apprennent par expérience. Je préfère profiter de l'expérience des autres. » Image, le vautour. De toutes les créatures de la jungle, il a la meilleure part. Il fait sien le dur travail des autres. Leur échec à survivre devient sa nourriture. Gardez un œil sur le vautour. Pendant que vous vous tuez à l'ouvrage, il tourne au-dessus de vous. Ne le combattez pas. Rejoignez-le. Autorité. L'homme a beaucoup à savoir et peu à vivre, et il ne vit pas s'il ne sait rien. C'est donc une singulière adresse d'étudier sans qu'il en coûte, et d'apprendre beaucoup en apprenant de tous. Après cela, vous voyez un homme parler dans une assemblée par l'esprit de plusieurs. Ou plutôt,
ce sont autant de sages qui parlent par sa bouche qu'il y en a qui l'ont instruit auparavant. Ainsi, le travail d'autrui le fait passer pour un oracle. Balthasar Gracian, 1601-1658, L'homme de cour, traduit par Amelot de la Houssaye. A contrario. Il y a des moments où il ne sera pas très avisé de tirer profit du travail des autres. Si votre pouvoir n'est pas assez fermement établi, vous aurez l'air de repousser les gens hors des feux de la rampe. Pour être un brillant exploiteur de talent, votre position doit être inébranlable ou vous serez accusé d'escroquerie. Sachez reconnaître quand il faut laisser aux autres une part des bénéfices. Mieux vaut ne pas se montrer trop avide quand on a un maître au-dessus de soi. La visite historique du président Richard Nixon en République populaire de Chine partait d'une idée que lui-même avait eue, mais elle n'aurait jamais eu lieu sans l'habile diplomatie d'Henry Kissinger. Pourtant, quand le temps fut venu d'en tirer les honneurs, Kissinger laissa adroitement Nixon prendre la part du lion. Sachant que la vérité serait connue plus tard, il se garda de mettre en péril sa réputation à court terme en accaparant les feux de la rampe. Kissinger joua ici magistralement sa partie. Il se laissa féliciter par ses subalternes, tout en laissant à ses supérieurs les honneurs de ses propres travaux. C'est ainsi que le jeu doit être joué.